Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et qu'on sort. Nous sommes toujours vivants sur la planète catch. Je suis Raphaël et je suis là pour vous parler de l'un des grands événements de l'été dans le monde du catch. C'est le Money in the Bank. L'argent est à la banque et nous sommes à quelques encablures de ce grand événement. Grands événements avec une liaison avec un Z bien sûr, qui a lieu le 7 juin 2025 dans la ville de Inglewood en Californie plus précisément. Bon, c'est Money in the Bank Los Angeles, on va dire qu'on est à Los Angeles. Et donc cet événement qui va avoir lieu contient une carte vraiment très très étonnante et je suis là pour vous la décortiquer. Donc n'hésitez pas à écouter cette émission un petit peu avant de faire vos pronos ou avant de regarder le show. Une carte avec seulement 4 matchs. La WWE vit vraiment une époque très très particulière. C'est mon sentiment de fan de catch qui suit le catch depuis, oh là là les amis, depuis 16 ans maintenant. 17 ans, depuis 2018. Nous avons vécu cette ère Triple H nouvelle avec WrestleMania 40 il y a un an qui avait été incroyable, cette feud, cette road incroyable, etc. On disait que le catch était au top du top avec des superstars hyper populaires, des Sami Zayn, des Jey Uso, des Cody Rhodes, des CM Punk qui levaient des stades entiers. On est encore dans cette dynamique très positive, on est sur Netflix, on a Logan Paul, on a des stars du monde entier, mais il y a cette drôle d'ambiance vraiment très particulière avec ces PLE à 5 matchs qui font qu'il y a beaucoup de catcheurs qui voient jamais le jour d'un Premium Live Event, avec des événements casés de ci de là, comme les Saturday Night Main Event, qui comblent un petit peu les trous. Enfin, on a vraiment des shows très très bizarres. Je trouve il n'y a plus vraiment de main event, il n'y a plus vraiment de road. Maintenant, on nous casse des grosses affiches parfois lors de shows, lors de weekly. Voilà, la scène tag team de SmackDown notamment, qui est très très qualitative. On a quasiment que les honneurs des SmackDown. Nous avons des titres, les titres intercontinentaux, titres US, qui soient masculins ou féminins, qui parfois disparaissent puis réapparaissent. C'est vraiment une période étrange. Et ce Money in the Bank continue sur sa lignée puisque voilà, nous n'avons aucune affiche de championnat majeur ce soir. Il y a les 2 matchs pour des échelles et pour des mallettes à décrocher, bien sûr. Il y a un match pour le titre féminin intercontinental, on va y venir, mais il n'y a pas de match pour le championnat du monde, ni masculin, ni féminin, ni de Raw, ni de SmackDown. C'est vraiment très 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 bizarre. Beaucoup d'absents sur la carte. Moi, c'est la première chose qui me choque. Je parle pas des blessés, hein, mais pas de match parmi tous les gars qu'on a vus ces derniers jours, ces dernières semaines. Pas de match de CM Punk, pas de match de Sami Zayn, pas de... Bon, Roman Reigns, il est pas trop là, pas de Randy Orton, il est pas trop là non plus. Mais voilà, beaucoup d'absents. Pas de scène tag team de SmackDown, évidemment. Donc pas de New Day, euh, pas de Street Profits d'un côté comme de l'autre, pas de Karrion Kross dont on attend toujours de voir un petit push, pas d'AJ Styles. 2 grands absents pour moi qui manquent, c'est les petites recrues, les petits retours, Aleister Black et Rusev qui auraient pu avoir leur place. Donc c'est vraiment une drôle de carte. On va expédier de suite les 2 matchs qui ne sont pas des matchs pour les échelles. Alors le premier c'est Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Très étonnant qu'il ait une place ici, hein, je trouve. Même si c'est une de mes satisfactions. Je dois avouer que depuis son retour, j'aime beaucoup ce que fait Becky Lynch en heel. Et je suis très très étonnamment surpris par Lyra Valkyria depuis qu'elle est championne et qu'elle est dans cette feud. En fait, j'aime beaucoup leurs interactions toutes les deux. Je trouve que dans leur feud, dans leurs intensités au micro, dans leur haine réciproque, elles sont très très convaincantes. Et donc, je suis assez hypé par ce match. J'ai quand même envie de le voir, même si je trouve vraiment étonnant qu'il ait cette place-là, alors qu'on aurait pu avoir un super match multiple pour les tag teams de SmackDown. Je me répète beaucoup, mais j'aime beaucoup les tag teams de SmackDown. Alors qu'on aurait pu, je sais pas moi, avoir Jacob Fatu contre Damian Priest pour le titre US. Priest, il est absent aussi complètement. Nous n'avons pas non plus de Finn Balor, nous n'avons pas de Judgment Day. On aurait pu avoir Dominique. Dominique, il nous manque, il est où Dominique? Un petit Dominique là pour un petit match. C'est vraiment très très surprenant. Le deuxième match qui a lieu ce soir et qui n'est pas un match pour les mallettes, c'est le fameux Cody Rhodes et Jey Uso
contre John Cena et Logan Paul. Alors là, il y aurait beaucoup à dire, et je vais sûrement en dire beaucoup. Cody Rhodes est donc revenu lors du dernier Saturday Night Main Event pour aider R-Truth, qui était en train d'être attaqué par John Cena. Donc John Cena est notre champion depuis WrestleMania, vous le savez. Il est dans cette gimmick de je vais ruiner le catch, voilà, je suis méchant, je suis pas sympa, j'aime pas les catcheurs talentueux du style Cody Rhodes, Jey Uso. Moi, je suis pote avec Logan Paul, c'est lui l'avenir. Je suis, pour vous dire la vérité, je suis assez attiré par cette alliance John Cena-Logan Paul. On se serait vraiment pas attendu à ça, mais je pense que ça peut vraiment marcher. Et ça peut vraiment aider, enfin ça crée une bonne dynamique, je trouve. Leur présence à tous les deux ensemble lors des derniers shows était plutôt bonne. Le dernier SmackDown notamment, c'est fini sur une domination totale, des deux qui ont attaqué Cody Rhodes et Jey Uso, avec un John Cena qui est toujours dans un positionnement vraiment très difficile. Si vous n'avez pas vu le dernier SmackDown, quand il arrive John Cena, quand sa musique retentit, c'est l'explosion de joie dans la foule. C'est vraiment comme quand il était babyface, voire plus. C'est vraiment la joie de la foule, puis qui finit par le huer par la suite quand il devient vraiment très méchant. Là où il a été très 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 fort, John Cena, j'ai trouvé, c'est que la foule a scandé des We Want Truth. Parce que vous le savez peut-être, peuple de catch-up, mais il se passe quelque chose de très triste. Un Truth a annoncé qu'il n'allait pas être renouvelé de son contrat dans quelques jours à la WWE. Et donc ça veut dire que ce match qu'il a eu contre John Cena il y a quelques semaines était probablement le dernier, enfin l'un des derniers de ses matchs à la WWE. Bon, Internet n'arrête pas de buzzer, tout le monde est hyper triste. Moi-même, je suis triste. Et moi-même, j'avoue que je comprends pas. Si je suis un des patrons de la WWE, je pense que mon raisonnement premier, si je veux être froid et calculateur et absolument dépourvu d'humanité, c'est de me dire, est-ce que mes mecs me rapportent ou me coûtent de l'argent? C'est aussi simple que ça. Alors je sais pas combien coûte R-Truth, mais clairement, avec la popularité qu'il a en ce moment, après tout ce qu'il a pu faire quand il était dans son gag du Je suis dans le Judgment Day, tout ce qu'il a fait là ces derniers temps avec John Cena, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de merchandising et de sympathie à jouer autour d'R-Truth. Franchement, même si R-Truth a plus de 50 ans, je lui aurais bien prolongé un contrat d'un an de plus ou de deux. Je trouve qu'il y a encore plein de créativité à faire avec lui. R-Truth, il pourrait aller faire le couillon dans la scène tag team de Raw auprès du New Day, par exemple, en se prenant pour un nouveau membre du New Day ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Et peut-être que cet élan de popularité qui est autour d'R-Truth va faire changer d'avis d'ailleurs la WWE, je ne sais pas. Bref, toujours est-il, c'était une longue parenthèse pour parler de cette actualité, que à la fin de SmackDown, du dernier SmackDown, la foule a scandé des We Want Truth. On a entendu ces chants d'ailleurs à Raw aussi. We Want Truth, We Want Truth. Et John Cena a été magnifique. Il a dit, vous voulez Truth? Et Truth, ça veut dire la vérité, si vous parlez pas anglais. Il a dit, mais vous n'êtes pas capable de supporter la vérité. Vous êtes des menteurs. Vous êtes les pires menteurs possibles. La vérité, elle est là. La vérité, la Truth, c'est John Cena et Logan Paul. Donc j'ai trouvé qu'il avait été pas mauvais John Cena et que cette alliance John Cena-Logan Paul elle est vraiment intéressante. Par contre, je suis beaucoup moins convaincu par Cody Rhodes. Ça fait un an qu'on le dit, depuis qu'il est devenu champion à WrestleMania 40, le Cody Rhodes babyface, on le trouve pas très intéressant au micro. Honnêtement, je trouve que son retour après WrestleMania 41 est assez terne. J'ai pas l'impression que la foule soit plus emballée que ça. J'ai l'impression que c'est un peu passé, Cody Rhodes. C'est toujours une top star, mais que bon, voilà. C'est plus, il y a plus ce feu du début. Et Jey Uso aussi, j'ai presque l'impression qu'il nous lasse un petit peu, sachant que là, Jey Uso, c'est notre champion du monde poids lourd. John Cena, c'est notre champion de la WWE. Donc déjà, on a les deux champions qui sont là, mais qui ne défendent pas leur titre. Et on sait que Jey Uso va devoir défendre son titre contre Gunther à Night of Champions dans pas très longtemps. Gunther n'est pas là non plus ce soir. Donc voilà, ça mélange beaucoup de feuds et je trouve que Cody Rhodes et Jey Uso sont pas très intéressants. On sait pas trop ce qui va se passer. Enfin, je veux dire, si eux ils gagnent, je sais pas trop ce que ça fait. Je pense qu'ils vont gagner. Je pense que Cody Rhodes et Jey Uso vont gagner parce que je pense que John Cena il va rien perdre pendant des mois tant qu'il est champion du monde parce qu'il va garder sa ceinture. Mais que là, ce soir, il peut perdre, justement d'autant plus qu'il n'y a pas de ceinture en jeu. Et je me demande si on va pas vers un John Cena Cody Rhodes revanche à Night of Champions, puisque Night of Champions c'est en Arabie Saoudite et que en Arabie Saoudite on met souvent les très grosses affiches. Donc je serais pas surpris qu'on ait ça au programme. On a également vu quelques petites tensions entre John Cena et Logan Paul, donc on pourrait avoir un John Cena versus Logan Paul.
Même si là, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer quelle. Enfin, la foule sera contre Logan Paul, c'est sûr, donc c'est forcément John Cena qui sera babyface à ce moment-là. Bref, je suis curieux de voir le match, même si en match tag team, c'est pas une configuration idéale. J'aurais bien aimé un tornado tag team match où tout le monde se met sur la gueule. Là, ils vont devoir se taguer. Voilà, il va y avoir des hot tags, des trucs dans le dos de l'arbitre, etc. Ça peut être très sympa, mais clairement, ça sera pas le main event. Ça sera peut-être même l'opener. Et quoique ça peut être le main event. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, peuple de Ketchup? Dites-moi en commentaire si ça mérite le main event ce match-là. Je ne sais pas. Donc voilà, je vous ai balayé les deux matchs qu'il y allait avoir dans ce show. Alors Lyra Valkyria contre Becky Lynch, d'ailleurs, j'ai pas pronostiqué. Moi, je vote Becky Lynch parce que je pense que cette feud va continuer et qu'il faut qu'elle continue et que Lyra Valkyria est la première championne intercontinentale de la WWE de son histoire et que bah il est temps qu'elle perde et que on ait voilà qu'on ait une nouvelle dynamique dans cette rivalité. Au niveau des matchs Money in the Bank, on va commencer par le Money in the Bank féminin, donc la gagnante qui aura une mallette qu'elle pourra utiliser pendant un an, comme vous le savez. Alors là, je trouve que le programme est assez clair. Euh, on a clairement une grosse dominance des nouvelles venues de NXT, puisqu'on a Alexa Bliss qui est là, contre Rhea Ripley qui est là, qu'on connaît aussi, contre Naomi qui est là, qu'on connaît aussi, mais on a surtout Julia, Roxanne Perez et Stephanie Vaquer qui sont dans l'équation. Alors, j'ai fait un petit jeu. J'ai listé pour les deux Money in the Bank les participants et je leur ai attribué des points en disant si j'ai un total de 100 points à distribuer, comment je les répartis. Moi, j'ai mis seulement 5 points à Alexa Bliss. Je vois pas du tout Alexa Bliss gagner, et je me trompe peut-être lourdement, mais j'assume. Elle a déjà gagné un Money in the Bank, Alexa Bliss, et j'ai vraiment l'impression qu'elle est là sans être là. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'Alexa Bliss, elle est revenue parce que c'est son métier, parce que c'est ce qui lui fait gagner de l'argent, etc. La WWE, mais qu'elle a plus envie. Qu'elle a plus envie de progresser, parce qu'elle revient avec quasiment exactement le même personnage qu'avant, avec sa petite peluche, avec sa petite poupée, avec ses mimiques et tout ça. J'ai vraiment du mal à croire qu'un jour on aura la Alexa Bliss qu'on avait quand elle c'était Little Miss Bliss, qu'elle faisait ses interviews, les Moments of Bliss, etc. J'ai l'impression qu'elle est pas là. D'ailleurs, elle est très très peu là en weekly, hein, on l'a très très peu vue. Donc j'ai beaucoup de mal à l'imaginer gagner cette mallette. Par contre, derrière, je suis vraiment très très partagé. Parce que toutes les concurrentes me paraissent crédibles. Honnêtement, toutes me paraissent crédibles. J'ai mis 15 points pour Roxane Perez et pour Julia. Je pense qu'elles sont encore un petit peu vertes, encore un petit peu nouvelles, et que ça fait peut-être un peu beaucoup de leur donner la mallette, mais honnêtement, les deux sont crédibles quand même. Roxane Perez, elle est en train de mettre un peu le dawa dans le Judgment Day, donc si elle revenait avec la mallette, il va sûrement se passer des trucs. On peut tout à fait imaginer que Finn Balor intervienne pour l'aider. On peut tout à fait imaginer que Liv Morgan pointe son nez aussi avec Raquel Rodriguez. Donc elle pourrait gagner la mallette, Roxane, mais j'y crois pas trop. Julia, on sent que c'est un peu la petite pépite qu'ils sont en train de préparer pour SmackDown, mais j'y crois pas tout à fait, tout à fait. Je crois plus aux chances de Stephanie Vaquer et même de Naomi. Naomi, pourquoi? Parce que je trouve que bah voilà, elle a fait un super boulot de heel turn. Elle a pas juste fait un heel turn quand elle a attaqué Jet Cargill, elle a vraiment recréé une identité. Elle a déjà été championne, elle est méritante. Elle a largement la possibilité de gagner un Money in the Bank, je l'en crois capable. Stéphanie Vaquer, c'est un peu celle qui sort du lot hein, quand même en termes de popularité. Il se passe quelque chose. Sur Internet, c'est devenu une énorme star. Euh, Tout le monde est amoureux de Stéphanie Vaquer. Je suis amoureux de Stéphanie Vaquer, donc il y a un truc. C'est peut-être un peu tôt, mais en même temps, à Money in the Bank, ça peut se laisser au chaud quelques mois. Et honnêtement, même si elle est hyper jeune dans le main roster, Stéphanie Vaquer, pour moi, elle est largement plus prête que ne l'était Tiffany quand elle a décroché la mallette, et ça l'a pas empêché de devenir une super championne. Donc Stéphanie Vaquer me paraît bien placée. Et tout en haut, à 25 points, j'ai mis Rhea Ripley. Alors c'est peut-être pas très logique de faire gagner un Money in the Bank à Rhea Ripley, parce que comme elle l'a dit à SmackDown, elle en a jamais eu besoin, mais ça a de la gueule, et ça fait bien sur son palmarès quand même, et Rhea Ripley, pour moi, c'est quand même le boss final féminin. C'est un peu la championne légitime depuis 2 ans, c'est-à-dire que pour moi, c'est elle la championne de la tête et des épaules, et elle est championne très souvent. Quand elle l'est pas, ça lui arrive, c'est qu'il y a eu un truc qui a merdé, comme là, quand elle a
perdu son titre des mains d'Io Sky. Mais voilà, il y a un an, elle perdait son titre contre Liv Morgan. Et bah, au bout de quelques mois, elle réussissait finalement à le récupérer. Donc, Rhea Ripley avec la mallette, ça me plaît bien, ça me paraît un danger, ça me paraît une menace vraiment crédible. On rappelle qu'au moment où on parle, hein, les championnes de part et d'autre, les championnes des titres principaux, hein, sont Tiffany Stratton d'un côté et Io Sky de l'autre. Donc deux championnes qui sont assez faibles, je vais dire. Alors je mets des gros guillemets évidemment parce qu'elles sont toutes les deux très talentueuses sur le ring à leur façon, mais qui sont peut-être pas, on va dire du niveau Becky Lynch, Rhea Ripley, euh, voilà ce genre de top star, même Bianca Belair. Elles sont un petit peu en dessous, donc elles sont prenables. Même si le Money in the Bank ça dure un an, il y a largement le temps de changer de champion. En tout cas, le casting est courageux, je trouve. On va voir des filles qu'on a très peu vues encore sur le ring, les Roxane, les Julia, les Stéphanie. Il y a moyen que ça soit sympa. Moi, je dis que j'ai voilà une petite questionnement sur Alexa Bliss. Je trouve dommage. Enfin, je trouve dommage. Il y aurait pu avoir d'autres stars assez sympas. Évidemment, Chelsea Green me manque. Chelsea Green parce qu'on est tous amoureux aussi de Chelsea Green et je suis amoureux de Chelsea Green. Chelsea Green aurait eu sa place et aurait été hyper drôle et hyper talentueuse. Je pense que Jet Cargill, c'est un bon exemple et une bonne preuve qu'ils savent pas trop quoi en foutre non plus parce qu'elle peut être un peu dangereuse hein, dans ce type de match où elle est assez approximative. Ça me dérange pas qu'il y ait pas Nia Jax, clairement. Mais l'affiche est assez cohérente et assez homogène, je trouve. Donc moi, mon prono, ça serait Rhea Ripley, mais vraiment pas sûr. Si je me trompe, je suis pas choqué si c'est une autre meuf. Si c'est Alexa, je serais quand même surpris. C'est que je me suis vraiment bien planté. Mais toutes les autres me paraissent cohérentes et me plaisent en championne potentiellement, donc ça va. Je serais pas énervé. Côté des mecs, c'est vraiment une autre histoire. Côté mec, on a Seth Rollins, Seth freaking Rollins, qui est à la tête d'une faction destructrice et ces dernières semaines ont été excellentes, j'ai trouvé. Il y a vraiment un contraste fou, j'ai trouvé ces dernières semaines entre un SmackDown où clairement tout ce qui est autour de Cody Rhodes et John Cena, c'était un peu plan-plan. Autant à Raw avec Rollins, Bron Breakker et Bronson Reed avec lui, et en face les Sami Zayn, les CM Punk, les Jey Uso, il y avait vraiment un truc hyper bien, donc ça j'adore. Et pour moi, Seth Rollins, euh, il est tellement évident pour ce Money in the Bank. C'est presque trop facile, mais en fait, c'est pas que c'est trop, enfin, c'est trop facile, mais d'un autre côté, ce clan-là, il peut pas échouer. C'est l'avenir de la WWE, c'est les top stars, ils sont hyper spectaculaires, ils sont hyper talentueux, ils sont hyper charismatiques. Braun Breaker, c'est incroyable les interventions qu'il fait. Bronson Reed, il est au top aussi, il est vraiment en train de d'éclore dans cette petite faction. En gros, si dans un an, il y en a pas un des trois qui a été champion du monde, c'est que vraiment, scénaristiquement, on a échoué un truc. Moi, je pense qu'ils sont là pour gagner. Et donc, Seth Rollins qui gagne le Money in the Bank, ça me paraît vraiment la cote la plus évidente. Sur 100 points, je lui en ai attribué 45 quand même. Donc, pas la moitié, mais presque. Ça reste pas totalement certain. Il peut très bien perdre sur une intervention de CM Punk, une intervention de Sami Zayn, et il pourra devenir champion plus tard, à SummerSlam ou ailleurs. Mais c'est un gros favori. Ça serait bête, je pense, de ne pas le considérer comme un des très gros favoris. En dessous, on va passer à l'étage complètement en dessous. Il y a El Grande Americano, à qui j'ai mis que 5 points, et Solo Sikoa, à qui j'ai mis que 5 points aussi. Clairement, Solo Sikoa, je trouve que c'est pas du tout la dynamique. Solo Sikoa, il est en tension avec son équipe, avec Jacob Fatu. À mon avis, il y a une feud évidente qui va éclater contre Jacob Fatu. À mon avis aussi, d'ailleurs, c'est beaucoup trop long. Franchement, je trouve que depuis que Fatu est devenu champion US à WrestleMania, c'est long. Il se passe rien dans cette faction. Il y a le fameux JC Matteo, là, le nouveau gros, costaud, là, et il se passe rien. C'est trop long cette feud entre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Jacob Fatu, l'époque où il nous disait des I love you Solo, elle est passée maintenant. On dirait qu'il attend, Jacob Fatu. Il attend. Alors il a un challenger hein, qui s'appelle Damian Priest, qui est assez bien identifié maintenant. Mais sinon, on dirait qu'il attend. Et c'est long. Je sais pas ce qu'ils attendent. Peut-être un match à SummerSlam avec Solo Sikoa. Mais en tout cas, je le sens pas du tout dans la dynamique Money in the Bank. Et je suis même étonné qu'il soit dans ce match. Pour moi, il a
Enfin, sa place est très bizarre dans ce match-là, à moins que ça soit le match où il décide de nous révéler une trahison de Jacob Fatu qui sera peut-être présent aux abords du ring, ça c'est possible. El Grande Americano, il est vraiment dans une histoire très particulière, donc certains disent que c'est Chad Gable qui est masqué, d'autres disent que non. En tout cas, il est plutôt en feud contre les luchadors, contre les Mexicains. Euh, je le vois pas décrocher la mallette, quoi. En tout cas, je le vois pas du tout cash-in. Il y aurait une grosse pop s'il décroche la mallette, mais j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Juste en dessous, enfin juste un peu au-dessus, j'ai mis Penta en numéro 10. Parce que Penta, depuis qu'il a démarré en janvier, c'est quand même une énorme satisfaction. Il fait des super matchs, il est très charismatique, il est très populaire, il plaît. Mais pareil, c'est pas une dynamique Money in the Bank, c'est pas une dynamique cash-in, je trouve, Penta. Penta, il doit gravir les échelons, c'est le cas de le dire. Penta, il peut prendre le titre intercontinental à Dominique Mysterio, par exemple. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'il aille sur la scène tag team, et avec Ray Phoenix, son frère, ça viendra. Son frère d'armes, son hermano. Mais voilà, je pense pas que ce soit le moment. Reste LA Knight. LA Knight, c'est son troisième Money in the Bank d'affilée, comme il l'a rappelé. C'est souvent un favori. Quand on était allé le voir à Londres, c'était notre grand favori, mais c'est Damian Priest qui a gagné ce soir-là. Bon, c'est un peu passé, hein, le soufflet LA Knight. C'est une déception quand même un peu à la WWE. LA Knight, il est toujours ultra populaire. Il a le charisme, il a le bagou. Il n'a pas réussi à nous sortir énormément de grands matchs. Et quand il a été champion, ben, c'est un peu passé à côté. D'ailleurs, voilà, la WWE a pas hésité à donner le titre US qui lui allait pourtant bien à Jacob Fatu. Donc j'ai mis un petit 15 points sur 100. J'y crois pas trop, mais peut-être que la WWE croit en LA Knight et peut-être que la WWE se dit que LA Knight, qui n'est pas tout jeune, mérite au moins un run de champion du monde, euh, au moins dans sa carrière. En tout cas, en porteur de mallette, je pense qu'il sera très bon. Ça, c'est au moins un point positif. Il peut être vraiment très sympa en porteur de mallette. Et enfin, j'ai mis 20 points à Andrade. Là, c'est le choix du cœur, hein, clairement. Andrade, ça doit faire 1 an et demi qu'il est redevenu à la WWE. Il sait pas parler anglais. Il a pas fait de vrai feud. Il a pas beaucoup de charisme. Mais il est très très bon sur le ring. Il s'est remonté d'un cran là ces dernières semaines du fait de cette place dans le Money in the Bank. Il a été un peu plus présent. Il a toisé des gens comme, comme Seth Rollins justement. Ça, c'est un beau profil de Money in the Bank. Typiquement, c'est le mec qui, sans le Money in the Bank, aurait du mal à avoir des matchs pour le titre mondial. Mais la mallette et le cash-in pourraient lui aller très bien. Maintenant, j'ai mis 20 points parce que c'est vraiment le choix du cœur. Parce que Andrade, ça a été mon petit chouchou et ça l'est tout. C'est toujours un de mes petits chouchous en termes de qualité de catch et en termes de charisme, de classe. Je le trouve très élégant, Andrade, très suave, un très beau catcheur, je trouve. Tous amoureux d'Andrade, je ne sais pas, je suis amoureux d'Andrade. Mais voilà, dans notre époque worldwide, la WWE, réseaux sociaux, etc., à moins qu'ils veuillent aller chercher du côté du Mexique, et ça c'est sûr, puisqu'il y a l'alliance avec la AAA qui est là, j'ai du mal à croire qu'ils misent sur Andrade champion du monde. Mais pourquoi pas. Donc si je résume, si on distribue 100 points, j'en ai mis 5 à Solo Sikoa et à El Grande Americano, j'en ai mis 10 à Penta, j'en ai mis 15 à LA Knight, j'en ai mis 20 à Andrade, et j'en ai mis 45 à Seth Rollins. Là, le casting de ce match, quand même, il m'étonne énormément. Je, Moi, Solo Sikoa et El Grande Americano, par exemple, je les aurais pas mis. Et même Penta, je pense que je l'aurais pas mis. Et peut-être même qu'Andrade, je l'aurais pas mis. LA Knight et Seth Rollins, ils sont légitimes, je trouve. Il y a eu des matchs de qualification ces dernières semaines. Il y a eu beaucoup de triple threat pour donner les qualifications. Et pendant ces triple threats, il y a eu beaucoup d'interventions. Notamment, la bande à Seth Rollins a coûté la place pour Sami Zayn et pour CM Punk. Pour CM Punk, moi, je trouve que c'est une connerie. CM Punk aurait dû être là. CM Punk, le Money in the Bank, c'est sa stipulation. Il l'a gagné 2 fois d'affilée. Il l'a cash in 2 fois d'affilée. On aurait dû nous raconter ça, je trouve. Nous dire, ah, CM Punk, est-ce que 10 ans après, il va regagner Money in the Bank? Est-ce qu'il va réussir dans cette stipulation qui est la sienne? Seth Rollins était hyper fier d'avoir causé la disqualification, enfin la non-qualification à CM Punk. Moi, je trouve que ça aurait plus de gueule d'avoir un CM Punk qui rate le décrochage de mallette du bout des doigts à cause de l'équipe Braun Breaker, Bronson Reed et tout. Je trouve que CM Punk aurait largement eu sa place dans ce match-là. Maintenant, il est très 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 populaire CM Punk aujourd'hui. C'est celui qui a les pop les plus phénoménales. Peut-être qu'il aurait éclipsé les autres et peut-être que s'il était là et qu'il avait perdu, les gens
aurait été en colère et ça aurait un peu éclipsé le vrai vainqueur. Mais en tout cas, je trouve que, comme je disais tout à l'heure, je trouve que Rousseff et Aleister Black, même s'ils sont revenus depuis pas très longtemps, auraient mérité d'être dans ce match parce que il faut les faire un petit peu briller là, il faut les montrer un peu ces deux nouvelles acquisitions. Sami Zayn, il aurait pu avoir sa place, évidemment, bien sûr. Et puis, il y a forcément plein d'autres gars auxquels on pense, même si on les voit pas beaucoup. Ça m'aurait fait plaisir de voir Sheamus. J'aurais bien aimé voir Ludwig Kaiser. Alors, il est peut-être blessé, je sais pas. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Il y a pas mal de gars comme ça qu'on voit plus trop. Pete Dunne, pareil, que j'aime beaucoup. Je sais pas trop où il est passé. J'aurais bien mis des mecs un peu comme ça. Je pense que Penta, par exemple, il va faire sûrement un super match avec des suicide moves et tout ça, mais il a pas besoin de ça, lui. El Grande Americano, pareil, c'est une histoire vraiment très particulière, donc je sais pas trop ce qu'il fait là. Je suis étonné par ces choix-là. Donc voilà, peuple de catch-up, ce que je peux vous dire sur ces Money in the Bank match. Deux affiches avec six participants à chaque fois, six participants et six participantes. Bon, comme toujours, hein, ça reste du suspense, c'est pas du tout cuit. Hein, bien malin qui pourra dire qu'il est sûr à 100% du nom des gagnants. On a vraiment un show qui va être étonnant, je trouve, au niveau des alignements, au niveau des pops et des flops qu'on va avoir. Pas de CM Punk, pas de Sami Zayn, ça me paraît étonnant, mais on aura sûrement des interventions. Voilà, Cody Rhodes, Jey Uso, John Cena, Logan Paul, ça va sûrement faire une ambiance très très particulière. J'aurais préféré une carte un peu plus classique, peut-être. Peut-être que la WWE nous surprend trop aujourd'hui. J'aurais bien aimé, moi, une carte avec des matchs intercontinentaux, des matchs US, des matchs tag team division. Voilà. Bon, c'est comme ça. On a quand même eu une annonce très, très importante il y a quelques jours. C'est que à Night of Champions, on va avoir aussi le tournoi King of the Ring. Ils font 2 en 1 cette année. Et que le vainqueur des tournois King et Queen of the Ring deviennent les challengers pour les titres à SummerSlam. Donc la même chose que l'an dernier, hein, on se souvient, c'est Gunther qui avait été King of the Ring et il avait été allé battre Damian Priest. Donc visiblement la WWE tient au concept de King of the Ring. Dans les décennies qui ont précédé, c'était plutôt un concept qu'elle faisait une fois de temps en temps, puis elle l'oubliait 2, 3 ans, voire 4 ans, voire 5 ans, puis elle le reprenait. Je sais pas ce que vous en pensez et je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, mais je me dis que on a déjà le Royal Rumble qui donne le challenger pour WrestleMania. On a déjà le Money in the Bank qui donne un match de championnat. Et là, si on a en plus ce truc du SummerSlam Main Event qui est décidé à Night of Champions, j'ai peur que tout ça devienne un peu trop balisé et que ça évite quelques petits coups de folie. Mais voilà, je reste motivé et hypé par tous ces affrontements. Mais je suis vraiment très très étonné par les choix que prend la WWE, les personnes qu'ils décident de mettre en avant, et puis on verra s'ils ont des choix forts au niveau des résultats. Mais c'est vrai qu'on a vraiment un été qui est assez imprévisible. Qui aurait pu croire qu'on aurait Andrade dans le Money in the Bank? Qui aurait pu penser que Chad Gable allait sortir toute cette histoire autour de El Grande Americano? Imaginez Roxane Perez et Julia là déjà là, c'est quand même assez inattendu. Donc, un peuple de ketchup, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai fait mes pronostics comme je vous ai dit. Je vois Becky Lynch, je vois Cody Rhodes et Jey Uso, je vois Rhea Ripley et je vois plutôt Seth Rollins si on joue la facilité. Et Andrade si on joue la seconde place. En attendant, il y a Worlds Collide qui a lieu quasiment en même temps, où les Mexicains sont mis à l'honneur et où là, il y a déjà des gars comme Chad Gable, il y a des gars comme Legado del Fantasma, qui fait un bon boulot aussi, hein, je trouve, charismatiquement parlant, là, à SmackDown. J'aime beaucoup ce qui est en train de se faire avec les trois, contre des catcheurs que moi je ne connais pas du tout, donc je suis très très intéressé de voir ça. Dans les actus, donc, voilà, il y a toute cette histoire autour d'R-Truth qui part ou qui risque de partir. Période noire hein, pour le Judgment Day, puisque Carlito va partir aussi. Je vous avoue que même si Carlito, il est rigolo, ça m'affecte un peu moins. Déjà, je trouve ça miraculeux qu'il ait été réengagé plus de 10 ans après et qu'il ait trouvé cette place au Judgment Day. C'est bien pour lui, il a fait un bon petit run, mais je vais pas pleurer de son absence. R-Truth, ça me fait quelque chose quand même. R-Truth, ça va vraiment être une page qui se tourne. Et donc après, on va aller assez vite vers Night of Champions, hein, qui va être à la fin du mois de juin. Donc on va devoir nous caser toutes ces affiches.
Et c'est ça qui est bizarre, c'est que voilà, on met en pause des feuds. Gunther, là, il attend. Typiquement, Gunther, il a rien d'autre à faire. Il est assis sur un banc, il sait qu'il a son match à Night of Champions et il attend. John Cena, on sait pas trop qui il aura comme programme. Côté féminin, bah, c'est vrai que Io Sky et Tiffany Stratton, bah, ils ont pas grand monde qui vient leur chercher des noises. Donc on a hâte que ça se construise, mais que ça se construise de manière virulente. On veut du catch, on veut du fight. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette analyse de ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces perspectives pour euh, Money in the Bank. Donnez-nous votre avis en commentaire, donc sur YouTube, hein, la plateforme YouTube, la chaîne Catch-up de YouTube, ou sur le Discord Catch-up. Et puis partagez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. C'était Raphaël, direction Money in the Bank, direction Los Angeles, avant un petit tour qu'on aurait bien aimé éviter par l'Arabie Saoudite, puis SummerSlam, puis bien sûr Clash in Paris. J'ai mes places, je sais pas si tu les as. Si tu les as, on se retrouvera. En tout cas, bonne semaine, bon été plein de catch. À très bientôt. Ciao à tous. Et si R-Truth venait décrocher la mallette? Là, ça serait la pop du siècle.